que mon sujet, j'en ai parlé. Donc là, je viens de vous dire les deux masterclass, Product Management et Scrum et l'agilité. Donc ça demande un investissement. Donc voilà, je sais pas, c'est pour tout le monde. Mais... Et les deux bouquins dont je viens de vous parler. Ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est donc l'un des deux bouquins, Petit manuel de pensée organisationnelle. Je me projette dans un petit village du Gard. Et je me dis tout ce que mes enfants pourraient appliquer. Je tombe pas dans le truc con, cuculapraline des coachs sur les enfants. C'est pas le sujet, d'accord? Mais un peu. Donc je pars d'un scénario. Je me suis amusé avec un copain, un romancier. À un moment, il voulait sortir un jeu de rôle. Et il s'est dit, tiens, on va imaginer qu'il y a les Carbon Squad. Carbon Squad, c'est des éco-terroristes qui, au moment de la Coupe du Monde aux Émirats Arabes en 34, pas en 35, c'est une erreur, font une telle attaque qu'il commence à y avoir un effet domino et tous les gouvernements s'effondrent. Et ça y est, on rentre dans une turbulence mondiale qui fait que le monde change. On pourrait s'amuser à aller voir Cyberpunk, pour ceux qui connaissent Cyberpunk. C'était un gars qui a écrit pas mal de choses dans les années 80 et qui dit, tiens, à la fin des années 2000, il y a le data crash et puis il y a la nouvelle création d'un nouveau réseau, mais qui est tenu juste par un groupe, comme si dans 2 ans le réseau s'effondrait et que maintenant on ne puisse passer que par le réseau de Musk. Okay, c'est un truc comme ça qu'il a à peu près prédit, et puis surtout il a prédit la mainmise des néocorporations sur le monde, donc c'est assez réaliste. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? On pourrait imaginer que dans les années 2040, ça y est, on a vraiment bien foutu en l'air toutes les limites planétaires, donc tout s'effondre, on a 12 000 ans de stabilité qui s'arrêtent, et donc il y a 3 ou 4 zones qui émergent. Il y a la zone des néocorporations, bon, c'est assez clair, là on les voit arriver. Il y a la zone des dictateurs, c'est assez clair, on les voit arriver. Il y a les zones abandonnées où il pourrait commencer à y avoir des éco-villages, donc typiquement, j'imagine, bon bah allez, ok, moi j'ai une maison ma famille a une maison dans le Gard, on se retrouve tous dans le Gard, ok, on fait un truc, ok. Et il y a les zones beaucoup trop chaudes pour... Ah oui, le dernier truc là-haut, ça peut vous intéresser, c'est Red Team Defense, c'est français. C'est le gouvernement, le ministère de la Défense qui a fait des scénarios, qui a appelé des scénaristes et des scientifiques pour imaginer des scénarios. Vous avez 4 bouquins qui sont sortis, vous avez 2 ou 3 sites, c'est très riche en scénarios. Bon, mais notre sujet, c'est, voilà, on a les 4 zones là, rapidement. Notre sujet, c'est au milieu, tiens, on revient à un éco-village, et comment est-ce qu'on ne veut pas refaire la même chose? Comment est-ce qu'on veut le diriger différemment? Comment est-ce qu'on veut penser les choses différemment? Naturellement, tout ce qui s'applique à cet éco-village pourrait s'appliquer dès aujourd'hui à votre organisation, c'est un peu l'idée. Donc je vous ai dit, je vais faire 3 parties, si j'ai le temps, j'en fais 4 thèmes. Le premier thème, c'est pour ceux qui connaissent, c'est Kinevin. Ceux qui ne connaissent pas, vous allez le découvrir, on en parle. Le deuxième, c'est comment est-ce qu'on prend des bonnes décisions. Le troisième, c'est à quel moment on prend des bonnes décisions. Et le quatrième, si on a le temps, donc c'est un peu à part, c'est comment je trouve des idées différentes que d'habitude. Donc, le premier, la question fondamentale dans cet éco-village, mais aussi aujourd'hui, si on veut, c'est il n'y a pas un type de réponse qui marche tout le temps, donc à chaque fois, il faut s'interroger sur dans quel contexte je suis pour savoir comment je mène une réponse, comment je communique dessus, comment j'organise les choses pour pouvoir bien répondre à la question qui m'est posée dans ce contexte. Donc je vais essayer d'être très pragmatique. Aller chercher du bois. On est dans l'éco-village, on doit aller chercher du bois pour se chauffer. Bon ben ça, c'est évident. Tout le monde là dans la salle, je dis, bon, allez, va me chercher du bois. C'est moi le chef du village. Va me chercher du bois. Vous allez me chercher du bois. Et vous allez me trouver du bois. Ok? J'ai pas la peine de vous dire, prends juste les tiges qui sont bien droites, ou prends pas plus de 30 cm, ou j'ai pas la peine de vous expliquer ce qu'est du bois sec. Tout ce que je rajouterai nuirait à votre action, en fait. Ça serait du bruit. Et là, on pourrait dire qu'on est dans ce contexte qu'on appelle évident. Tout le jeu, c'est que je vais vous détailler 3-4 contextes avec des postures différentes, des besoins différents pour y répondre. D'accord? Donc là, le premier, il est simple, hein, je vais aller vite dessus. Va chercher du bois, ok. Dès que je commence à expliquer des choses en plus, je perds. Qu'est-ce que je fais? Je vais chercher du bois, ok, j'observe, je vois du bois, je catégorise, on va dire, je prends du bois sec, je prends. Ok? Est-ce qu'il y a une meilleure façon de faire? Non. Essayer d'inventer quelque chose de plus intelligent, ça serait perdre du temps. Parenthèse, des fois, quand on fait cet atelier ou ce travail là-dessus, là, c'est pas le lieu aujourd'hui, mais on pourrait commencer par vous dire donnez-moi la liste de toutes vos activités. Et après, on essaiera de les catégoriser. Mais en amont,
Et vous pouvez penser, tiens, bon, ça ressemble à ça, ou ça ressemble à ça chez nous. Ça, c'est aller chercher du bois. C'est évident, c'est simple. Dès qu'on communique, ça produit du bruit. On observe, on catégorise, on répond. Ok, j'avance, parce que celui-là, il est vraiment... À la fin, vous aurez un tableau de tout ce que je vous dis. C'est ça que je voulais dessiner en même temps, mais je pense que ça nous ralentit plus qu'autre chose, finalement. Ok, le bois sec, c'est assez simple, mais si on bascule sur autre chose, on veut manger des champignons. Si je vous dis, va chercher des champignons, là, vous voyez tout de suite qu'on n'est plus dans le même domaine. Il pourrait... ça va dépendre. Ça va dépendre de quoi? Ouais, alors il y en a qui me disent, est-ce que c'est la saison ou pas? Donc c'est des sachants. Ça va dépendre si on a des sachants ou pas, en fait. Si j'ai pas de sachants, je suis dans un type de situation. Si j'ai des sachants, je prends un risque là. Si j'ai des experts, je suis dans un autre type de situation. Donc on va prendre sur la partie, on a des experts, on verra l'autre après. Donc allons chercher des champignons. Ok, bah ça tombe bien, j'ai Pauline qui connaît exactement l'endroit où il y a quel type de champignons. Très bien, ok. Mais peut-être que j'ai Marc aussi, qui en a, qui connaît aussi bien les choses, et peut-être que j'ai Henri qui connaît aussi bien les choses. D'accord? Mais tout change parce qu'ils sont là. Là, on est dans une situation qu'on appelle compliquée. Pour une situation compliquée, on a besoin d'experts. Si vous n'avez pas d'experts dans une situation compliquée, vous tombez dans autre chose. Et on verra après quoi. Mais ça va être important, parce que pour toutes vos questions, c'est la même chose. Est-ce que j'ai l'expertise? Est-ce que l'expert est là? Et après, quel va être le problème avec les experts? Le problème avec les experts, c'est qu'il va falloir qu'ils se mettent d'accord. Parce que Pauline, elle pense que c'est mieux d'avoir des girofles à tel endroit, et Marc, il pense que c'est mieux d'avoir des cèpes à tel endroit. Et Henri, en fait, il préfère ça à tel... Il dit non, faisons plutôt ça. Ok, et comme ça, on les cuira comme ça. Et donc, les experts, ils ont tous leur avis. Et est-ce que leur avis, c'est le même? Non, il y a des variations. Donc, sur le bois sec, est-ce que je vais en trouver? Oui. Est-ce que je sais comment faire? Oui. Est-ce que ça va échouer? Non. Ok. Sur les champignons, est-ce que je vais en trouver? Si j'ai des experts, oui. Est-ce que je sais lesquels je vais trouver? Ça va dépendre de la solution. Donc, déjà, ça fait une variation. Ok? Problème, je vous dis, c'est que quand j'ai plein d'experts, ils ont tous leur avis. Quel est mon risque? Mon risque, c'est la paralysie par l'analyse. Dans ce domaine-là, il nous faut un expert pour répondre. Problème, ils ont tous leur avis, paralysie par l'analyse. Si je suis effectivement le chef du village, on verra ça après, qui est chef ou pas dans le village. Mon rôle, je dois faire attention à trancher. Dans la situation simple évidente, je dois faire attention à ne pas surcommuniquer. Dans la situation compliquée, je dois faire attention à trancher. Je dois faire attention à avoir des experts, parce que je ne réussirai pas sans, et je dois faire attention à trancher. Et je dois faire attention à une troisième chose, c'est à injecter du sang neuf, parce que Pauline, elle sait qu'elle va trouver des girofles là, et elle va toujours me sortir ça. Et Denis, il sait qu'il trouve des cèpes là, à tel moment de la saison, à tel endroit, il va toujours me le sortir. C'est bien, mais c'est toujours son habitude d'expert. Et peut-être qu'à un moment, on rate une occasion de trouver une nouvelle source de bons champignons avec d'autres goûts qui se cuisinent différemment ailleurs, parce qu'à chaque fois, on a une réponse d'expert qui vient. Donc, si je suis à la tête de ce mouvement, j'essaie d'intégrer du sang neuf aussi, qui m'amène tout d'un coup, oui, mais vous vous rappelez pas que le vieux Joseph, il nous disait d'aller là aussi, quelqu'un vient, enfin, je me débrouille de ça. Donc, ma responsabilité, c'est de m'assurer d'avoir des experts, de m'assurer de trancher, que je tombe pas dans la paralysie par l'analyse, et de m'assurer à intervalles réguliers d'injecter du sang neuf. Ok? Avec le bois sec, j'observe, je catégorise, j'ai ma réponse. Avec les experts, j'observe la question, j'analyse, et j'ai ma réponse. Oui, ok? Je continue. J'ai le cas de figure où je n'ai pas d'expert. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut faire là? Là, il faut qu'on expérimente, qu'on essaye, qu'on construise notre expertise. Ok? Donc, écoutez, on va essayer d'aller... on se balade. On se doute que c'est dans les bois. On se balade. On se balade à différentes heures de la journée, on se balade à différents endroits, et puis on récupère des champignons et on essaye tout doucement de les goûter avant de se faire empoisonner. Donc, on fait que des essais. Et donc là, on comprend que plus j'ai de groupes qui se baladent, alors plus c'est pas le bon terme, j'aurais pas dû employer ce terme-là, mais disons que si on se balade à différents endroits, on va avoir plus de chances de trouver.
Si j'ai des gens qui disent, tiens, mais en fait, t'arrêtes pas de nous parler du bois, mais peut-être qu'on pourrait aller voir là aussi. En gros, l'exemple des champignons, c'est peut-être pas si bien que ça, mais en gros, mon objectif de manager, là, c'est d'avoir beaucoup d'interactions pour croiser des points de vue et faire émerger des nouvelles idées. Bon, comme je suis en train d'essayer, j'ai besoin d'avoir plein de points de vue différents qui s'enrichissent. Donc, soit je vais fouiller à différents endroits, soit je demande à plein de gens qui ont eu des idées, et on essaie de fabriquer cette expertise qui, peu à peu, va émerger. Donc, dans le simple, on était dans les meilleures pratiques, il n'y avait pas façon de faire différente. Dans le compliqué, on était dans le domaine des experts, donc on a les bonnes pratiques, on va y réussir, mais on ne sait pas de quelle façon, parce que chacun amène son expertise. Et là, on a encore un cas de figure différent, on est dans les pratiques émergentes. Est-ce qu'on va réussir? On ne sait pas. D'accord? Donc là, on vient de basculer dans une zone très très différente de la zone précédente. Dans les deux cas précédents, simple, évident, est-ce qu'on va réussir? Oui. Est-ce que là, on va réussir? On ne sait pas. D'accord? Qu'est-ce qui va faire que l'on va réussir? Essayer et se débrouiller pour avoir le maximum d'interactions. Et toi, t'as vu quoi là? Ah là, moi j'ai vu ça. Ah mais là, à tel moment, il n'y avait pas de ça. Ah mais j'ai eu l'impression que beaucoup d'échanges. Avec les experts, avec le simple, le bois sec, pas d'échanges. Ne mettez pas des échanges. Avec les experts, beaucoup d'analyses et de discussions au début pour qu'on mesure le pour, le contre, qu'est-ce qu'on veut, etc. Mais pas quand on a choisi. On a tranché, quand on a choisi, on avance. Là, pas la peine de discuter avant, on ne sait pas. On doit essayer. Donc la discussion, elle n'est pas avant, elle est pendant. Donc mon rôle de manager, c'est de m'assurer d'avoir plein de regards différents, plein d'essais différents qui n'arrêtent pas d'échanger pour qu'il y ait quelque chose qui émerge. En fait, on en a trouvé là. Quel est le risque là-dessus? Alors le risque du côté du simple évident, j'en ai pas parlé, mais c'est le risque un peu de l'automatisme, quoi. Oui, bon, ok, je vais chercher du bois. Bon. Et en fait, là, je sais pas, c'est la nuit où il y a les loups-garous, fallait pas sortir. Mais hop, on n'a pas fait gaffe, on est sorti. Okay. Là, l'expert, le risque, je vous en ai parlé, c'est la paralysie par l'analyse. Là, le risque, c'est de se dire que la première émergence est la bonne. Ça, il faut l'attraper. Dans les questions d'émergence, tiens, comment est-ce qu'on devrait constituer nos équipes? Tiens, comment est-ce qu'on devrait organiser notre Scrum chez nous parce que nous, on est différents des autres? Tiens, il ne faut pas se précipiter sur la première chose qui émerge. Et souvent, on se dit, ah ça y est, c'est bon, on a trouvé. Non. On en laisse émerger 3, 4, et là, on a beaucoup plus une véritable visibilité sur une réelle émergence bénéfique, entre guillemets. Donc, en tant que manager, si je suis manager dans ce domaine complexe, là on est dans le complexe, je n'ai pas dit non encore, je dois favoriser au maximum les interactions, je dois favoriser au maximum donc les conversations, mais pas en amont, pendant les essais, et je dois empêcher qu'on se précipite sur la première émergence. Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, mais généralement, ce n'est pas les premières les meilleures. Ok? Donc tout ça, ça permet de saisir un peu comme... Et donc on comprend aussi que on fabrique des experts, donc au bout d'un moment, on basculera de complexe vers le compliqué, c'est un peu l'objectif. Hein. On va basculer... au bout d'un moment, Laurent, c'est devenu un expert, il sait où trouver les champignons, et donc est-ce qu'on est sûr d'avoir des champignons? Oui. Parce que tout d'un coup, on a un expert qui a émergé. Donc on était dans une... Quand une organisation a sa première équipe Scrum, il y a un truc qui émerge, mais ça veut rien dire. Parce que c'est la première, ils avaient envie et tout. Donc vous voyez, il faut qu'il y en ait plusieurs, par exemple. C'est un exemple. Il faut qu'il y en ait plusieurs, et puis il y a des signaux plus forts qui commencent à émerger. Et ces signaux, au bout d'un moment, nous amènent une certaine prédictibilité sur, tiens, comment est-ce qu'on devrait conduire ces équipes Scrum dans l'entreprise? Tiens, on est passé du côté compliqué. Puis après, peut-être que ça devient tellement une commodité qu'on ne réfléchit plus, c'est évident. On n'a même plus la peine d'en parler, c'est tellement ancré. Et c'est là où tout d'un coup, il y a un changement, je ne sais pas, au niveau du board, et nous on continue pareil, et bam, on se prend le mur. Parce que ça, c'est le côté problématique de l'évidence, et on ne réfléchit plus. C'est que le muscle qui parle. D'accord? Il y a une quatrième zone dans ce tableau. Enfin, il y en a une autre encore, mais bon, peu importe, il y en a une quatrième, qui est le chaos. Ok? Le chaos, c'est quoi? Le chaos, c'est... Je crois que j'ai un slide. Le chaos, c'est super important, le slide. Le chaos, c'est Henri qui a mangé des champignons et qui se roule au sol plein de sueur froide. Donc, sur le premier, est-ce qu'on va avoir la réponse? Oui. Sur le deuxième, est-ce qu'on va avoir la réponse? Oui, mais ça va dépendre des différentes pratiques, laquelle on va choisir en fonction de l'expertise. Sur le troisième, est-ce qu'on va avoir la réponse? On ne sait pas. Et on va voir s'il y a quelque chose qui émerge. Sur celui-là, est-ce qu'on va avoir la... Il n'y a pas de question qui se pose.
Sur le chaos, il n'y a pas de question qui se pose, il faut réagir. Donc il faut dire, allez, maintenant on fait ça. Oui, dans le speech qu'il y a eu en ouverture ce matin, c'est typique quand le moteur il explose. Chaos. Il faut réagir. Il n'y a pas de question qui se pose. Tiens, messieurs, c'est assez drôle. J'essaierai de reprendre cet exemple pour faire le... Après, je ne connais pas le fond de l'histoire d'Apollo 13, hein, mais bon. Donc là, le chaos, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il y ait quelqu'un, si je suis effectivement le chef du village, comme je vous le dis depuis le début, je tranche. Faites-le vomir. Faites-le vomir, faites-lui bouffer cette salade-là qu'on a, à fond. Ok? Plus personne ne... Tout le monde va se laver les mains. Ok. Et il faut que j'agisse fortement en command and control. Idéalement, au bout d'un moment, on se rend compte qu'avec ce type de champignon, on a juste quelques surfroides pendant 4 heures, et puis ça passe. Et idéalement, pas idéalement, mais avec ce type de champignon, là on est vraiment malade et on est à 2 doigts d'y passer. Donc il y a un apprentissage qui arrive, on repasse dans une certaine forme d'émergence, puis potentiellement dans une certaine forme d'expertise. Il y a une liaison entre tout ça. D'accord ? Le risque du chaos, c'est que moi j'adore vous dire « faites ça, faites ça, faites ça ». C'est super agréable de donner des ordres, puis il y a une sorte de... De toute façon, on écoute le grand chef, c'est simple. Mais c'est en opposition avec le côté émergent qu'il y a dans la section limitrophe, qui est la complexité de l'émergence. Donc le risque, c'est qu'on s'enferme dans ce culte du chef et qu'on s'enferme dans le command control, qu'on ne veuille plus le lâcher. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans Apollo 13, j'invente complètement, mais j'imagine qu'au début, vous avez, ils avaient un temps réduit. Donc là, on est dans le chaos. Il y a le chef qui a dû dire, bon, on va utiliser ce moteur et vous me coupez les commandes. Le monsieur ce matin, il nous a dit, on coupe les commandes. On ne sait pas ce qui va arriver, c'est pas grave. Parce qu'on a besoin d'énergie. Donc on ne réfléchit pas, on coupe. Si on commence à demander aux 8 savants, est-ce qu'il faut couper et tout, il y a 2 heures qui se passent, peut-être qu'ils sont morts. J'en sais rien. J'invente, enfin, j'imagine. Ok. Après, il parle de simulation. Il a parlé de simulation ce matin. Simulation, c'était ses essais. Je vous ai dit, dans la partie simple, c'est on observe, on catégorise, on a la réponse. Dans la partie compliquée, on observe, on analyse, donc on discute beaucoup en amont, on a la réponse, on y va. Dans la partie complexité, émergence, c'est on essaye, on observe, et on a la réponse. On fait émerger la réponse de nos essais. Là, la simulation, c'est des sortes d'essais. C'est compliqué, mais je peux imaginer ce genre de choses. Puis après, on a su comment faire, on passe dans l'expertise. Dans le chaos, on réagit. On observe et on a nos réponses. Moi, je trouve voilà, je vais vous saouler avec un slide compliqué. Ça résume un peu tout ce que j'ai dit. Je vous partagerai les slides, ils seront en incrustation dans la vidéo. C'est un cadran qui s'appelle Cinéfine, Cunevin, je ne sais pas comment vous voulez le prononcer, peu importe. Il ne faut pas trop plonger dedans, parce que comme il est lui-même très compliqué, plonger dedans, ça ne veut rien dire, parce que quand on est trop précis, ça n'a plus de sens. Okay, mais par contre, dans les grandes lignes, comprendre que vous avez des contextes différents, et moi je suis dans mon éco-village, ok, bon ben là, par contre, il faut que je réagisse avec force. Mais après, il faut que je me débrouille pour mettre en place les bonnes conditions pour l'émergence de bonnes pratiques dans cet éco-village. Est-ce que j'ai mes experts pour tel sujet? Vous voyez, le problème qu'on peut avoir, c'est le classique, c'est on se lance dans un projet IT, on a les experts, ouais, puis finalement on va le faire qu'avec les jeunes qui n'ont pas d'expertise. Boum, chaos, crac. Donc on tombe dans le chaos. Bon, remettez-moi 2 experts. Ok. Émergence. Ok, on va former les jeunes. Bon, c'est intéressant parce que ça dit que sur la même personne peut penser à avoir des postures très différentes selon dans quel cadre il se trouve. Ok ? Je passe, on fera des questions à la fin, je passe dans une deuxième situation. Je crois pas que j'ai oublié quoi que ce soit, mais... Incorporer du 109, ouais, favoriser les... Ok, autre situation, on est dans notre éco-village, on veut faire du pain. Là, je vais parler des décisions. Qui devrait prendre les décisions sur comment on fait le pain, qu'est-ce qu'on choisit de faire comme pain, comment on le fabrique, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Qu'est-ce qu'il y a comme catégorie de personnes? Je vais donner la réponse, hein, on s'en fout des questions-réponses là. Il y a les experts, ceux qui savent fabriquer du pain. Par contre, je vais vous poser une question. Il y a les experts, ceux qui savent fabriquer du pain. Il y a ceux qui vont manger le pain. Il y a ceux qui vont le fabriquer, ça peut être mélangé, hein, ok. Enfin, on va dire que c'est des personnes différentes. Et il y a ceux qui ne sont pas experts, qui ne vont pas manger le pain, qui ne vont pas le fabriquer. D'accord? À votre avis, qui sont ceux qui prennent les meilleures décisions? Je donne un peu ma réponse là.
Alors, ça va être ceux qui vont le manger, ceux qui vont le fabriquer. Mais alors, pas les experts. On va y arriver, on n'est pas débile, autant poser la question aux experts. Mais là, on est en train de dire qui prend les décisions. Bon, autant les experts, mais bon, logiquement, si on discute avec les experts, ça ne veut pas dire qu'on les écoute pas. Hein. Quand je dis que les experts sont moins importants pour prendre la décision que ceux qui le fabriquent, ça ne veut pas dire que j'écoute pas l'expert. Ça veut dire que la décision, elle est mieux prise par celui qui le fabrique et par celui qui le mange. Pourquoi? Je vous mets mes quelques règles. Ah oui, alors le coup d'avant, j'ai oublié, il devait y avoir marqué en bas Dave Snowden, cinéphile, la source du sujet. Okay, là, je mélange des choses de Nassim Taleb, qui a écrit un livre très bien qui s'appelait Skin in the Game, et de Taishi Ohno, donc qui vient du Lean, et de Sociocratie. Moi aussi, je fais la sieste des fois dans des sessions. On prend des bonnes décisions dans quoi? On prend une bonne décision quand on est touché par l'effet de notre décision. Ça, c'est skin in the game. On ne peut pas prendre de bonnes décisions si on n'a aucune incidence sur nous-mêmes, sur la décision que l'on prend. On mesure pas les choses. C'est vrai dans tous les domaines, à mon avis. On prend des bonnes décisions quand on est sur place. Quand on voit ce qui se passe. Ok? Quand on est concerné et quand on est sur place, ça fait des bonnes décisions. Ça veut dire qu'il va falloir. Alors, ça veut dire que qui choisit la stratégie commerciale de notre éco-village avec les autres éco-villages autour? Ben là, c'est peut-être tout l'éco-village. Qui choisit où est-ce qu'on fabrique le pont sur la rivière? Ben, c'est ceux qui sont concernés par les bienfaits, ceux qui vont fabriquer, et ceux qui sont concernés par le sujet du pont sur la rivière. Donc il va falloir qu'on pense, c'est là où je vais en venir, notre organisation du village pour pouvoir mettre en œuvre ces bons préceptes de décision. L'autre précepte qui est dessous, c'est garder en tête que décider n'est pas encadré. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, vous faites du pain comme vous voulez, mais il en faut au moins pour tout le village, et il ne faut pas que ça mette en péril les autres cultures. J'invente. Ça, c'est un cadre. Décider comment on fait le pain, c'en est un autre. Et quel type de pain? Et donc souvent, la bascule managériale qui est fondamentale dans la modernité, on va dire ça comme ça, c'est je ne dis pas, je ne prends pas les décisions pour les gens, je pose un cadre et je laisse prendre les décisions. Hein, c'est du classique sociocratie et autres, et plein d'autres choses. Ok? Donc ça demande à ce que l'organisation de mon éco-village me permette de faire ça. Donc ça, typiquement, c'est une fiction, mais ça pourrait être un éco-village organisé dans ces fameux cercles de sociocratie ou de holacratie. Holacratie, c'est la sociocratie avec une licence et une certification et de l'argent américaine. C'est pareil, grosso modo, que la sociocratie. D'accord? Donc, j'ai mon cercle au début, englobant du village, c'est mon comité de direction du village, ou les anciens, ou les hommes forts, ça dépend si on est dirigé par la tête, par les muscles, ou une matriarcale, comme c'était avant. Ouais. Bon, ils sont là. De quoi j'ai besoin? La question, c'est qu'il faut associer du sens. De quoi j'ai besoin dans mon village? Ben, j'ai besoin de nous éduquer, d'agriculture. On s'amuse quand même de l'animation, de la santé, de la fabrication. Ok, donc là, on est en train de se dire, ben, on doit discuter de ces sujets. On prend les bonnes décisions au bon endroit. Les décisions relevant de la santé seront prises dans le cercle santé. Les décisions relevant de l'agriculture seront prises dans le cercle agriculture. Et donc, on met un cadre. Faites ce que vous voulez tant que. On attend de vous ça, faites comme vous voulez, mais voilà l'espace. En gros, ces règles ne doivent pas être trop nombreuses, sinon elles vous étouffent. Ok, vous faites ce que vous voulez, mais tu me fais ça, tu me fais ça, tu me fais ça, tu me fais ça, tu m'appliques la sécurité. Tu as un label ISO 27001, et tu dois me faire ça comme ça, et tu dois me remplir les processus là, et le ticket 28, et ok, vas-y, dis-moi quoi faire. Donc là, on étouffe. Ça ne doit pas être non plus, on est une entreprise libérée, on fait ce qu'on veut. C'est un bordel sans nom, ça n'a aucun sens de raconter ça. Il faut qu'il y ait un cadre. Voilà ce que l'on veut. Voilà, on attend de vous que vous vous occupiez de la santé du village. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que on n'a pas plus de 5 malades à la fois, on n'a pas d'épidémie dans le village, et donc vous devez récolter toutes les plantes médicinales. Ou à la limite, ça c'est déjà une décision dans le cercle. C'est
Débrouillez-vous à la limite. Okay, juste, tant qu'on est dans la sociocratie, vous avez vu qu'il y a des ronds avec des petits liserés là, enfin je sais pas, des petits points, hein, très... Imaginons qu'on ait 8 personnes dans notre cercle global au milieu, enfin notre cercle premier. Il y en a un qui est le représentant du cercle au-dessus, qui vient porter le cadre dans la santé. Moi, je viens en tant que du cercle englobant dire on a besoin d'un cercle santé, on le constitue avec les bonnes personnes, idéalement les experts en tout cas. Et moi, je suis garant du cadre, voilà à quoi vous servez dans le village. Dedans, vous décidez. Et là, on décide du bon sujet. Si on se rend compte que, je sais pas si j'ai découpé en deux, ouais, dans la santé, on se rend compte qu'il y a des problématiques de soins et de prévention, parce qu'il y a des problématiques de taille de groupe, etc., etc. Bon, hop, on fait 2 cercles. Un qui s'occupe des soins, un qui s'occupe de la prévention, et qui, pareil, il y a des liens, parce que les personnes, hein, les ronds, c'est la même personne, hein, des 2 côtés, donc ils permettent de faire le lien et de s'assurer que le sens et le cadre transitent bien à chaque niveau. Et là, on peut prendre une décision qui fait que les décisions sont bien prises, parce que c'est les gens concernés, et c'est les gens qui ont un impact, c'est les gens qui font. Je donne un autre exemple, tant qu'à y être, c'est factice aussi, mais tout ce qui est bien dans cette sociocratie, c'est que ça reste une pyramide. Les entreprises libérées restent des pyramides, aucun problème. Beaucoup plus plates, mais ça reste des pyramides, sinon c'est faux, on vous raconte. Ou c'est le bordel, au choix. Mais par contre, tout est question de pouvoir en organisation. Qui a le pouvoir de décider de quoi? Et donc, ça se passe bien quand vous avez le pouvoir de décider ce qui vous concerne et que vous êtes aligné avec le sens de l'organisation. Donc, tout l'intérêt, c'est que là, on est dans Pitik. Pitik, c'est un sujet fictif sur bien s'occuper du chien à Paris ou dans les grandes villes de façon à pouvoir vivre avec un chien, alors que normalement, c'est pas possible. Enfin bon, peu importe. Organisation de balade et de garde, c'est ceux qui s'occupent de ça, qui gèrent ça. Il ne faut pas que chaque demande remonte en haut de la pyramide pour avoir une approbation. Il faut qu'on donne le maximum d'autonomie aux gens pour que vous soyez le maximum engagés, et c'est comme ça que vous avez les bonnes décisions. Bon, je suis trop long là et je m'embrouille un peu. Ça vous parle quand même un peu? Bon, voilà. Et après, naturellement, vous fabriquez c'est très organique, hein. Vous êtes au niveau du produit, et vous traitez le possesseur, l'animal, la résolution des problèmes. Ben, vous vous rendez compte que vous avez la mise en relation de l'animal et l'organisation des balades de garde, et lui-même, il demande tellement de choses qu'il faut qu'il y ait une équipe, un cercle, une équipe qui s'occupe de l'agenda et des rendez-vous, et l'autre de la géolocalisation, cartographie. Hop, on le split, ça disparaît, on l'enlève. Ils nous ont montré des cercles pendant l'introduction, le Caralion, pour imaginer qu'il y a un cercle Agile Tour, il se crée, et puis l'Agile Tour disparaît, et il disparaît le cercle. Ou il y a 2 Agile Tour, un Agile Tour produit, un Agile Tour avec des développeurs, et pas des coachs en développement personnel. Donc ça, on s'en fout, ils n'ont rien à faire ici. Eh ben, hop, il y a 2 cercles qui apparaissent. Agile Tour Product Management, Agile Tour Craft. Ou Agile Tour PME, Agile Tour grande entreprise, j'en sais rien, quoi. Ok. Bon, encore, ça grossit, ça grossit. Là, le truc que j'ai voulu représenter en haut à gauche, on dirait des ovules avec des spermatozoïdes, rien à voir. C'est juste des liens que j'ai pas pu faire, mais au bout d'un moment, vous avez 2 types de cercles. Vous avez le cercle sur le projet, sur le besoin. J'ai besoin de faire l'Agile Tour Lyon. Ok. Puis vous avez le cercle de tous ceux qui sont les bons organisateurs de tous les événements du CARA, qui discutent de comment ils organisent les choses sur leur expertise d'organisation. Vous pouvez appartenir à différents lieux. Mais, donc on peut prendre des décisions sur l'expertise d'organisation, sur comment à l'avenir on organise notre, bon, là c'est plus on organise notre expertise. Mais l'événement lui-même, ce sera dans le cercle de l'événement. Bon, je passe. Allez, un autre, sinon je vous perds. Situation 3, à quel moment? C'est ça, de choisir le bon moment. On doit installer une barrage sur la rivière pour récupérer de l'eau, pour faire des irrigations dans les champs et pour faciliter le passage pendant l'hiver, parce que la rivière déborde et on ne peut plus passer entre les 2 villages. Disons qu'il y a un 2e village à côté. À quel moment on prend la décision de à quel endroit on fait ce barrage? Bon, tout est lié logiquement. Hein. Logiquement, est-ce qu'on sait faire le barrage? Est-ce qu'on est complexe ou compliqué? Bon, on va dire qu'on est dans du compliqué, on a des experts. Donc ils savent le faire, il faut qu'on discute pour se mettre d'accord. Si c'était complexe, bah, il faut peut-être que je décide
avant que l'eau soit trop haute, de mettre 3 petits barrages. Bon, on verra, on va peut-être arriver à ce scénario-là finalement. Bon. Ok? À quel moment? Quel est notre problème avec les décisions? Notre problème, c'est qu'elle nous met en stress parce qu'on a l'impression que quand on ne sait pas dire oui, quand on ne sait pas donner une décision, on n'est pas au niveau et on prend des risques. Donc souvent, on prend les décisions beaucoup trop tôt. Donc là-dessus, je vais vous faire un tableau surtout derrière. Je me base sur 2 choses. Je me base toujours sur les trucs du Lean, toujours Taishi Ohno et compagnie, qui est montrer le plus tôt possible et décider le plus tard possible. Montrer le plus tôt possible pour avoir le maximum d'apprentissage avec les regards croisés autour. On est souvent beaucoup plus dans un environnement complexe que dans un environnement compliqué. Donc on est souvent beaucoup plus dans essayer, observer, avoir la réponse. 10 minutes, ok. Essayer, observer, avoir la réponse. Qu'est-ce que je disais? Donc on essaye. Essaye, ça veut dire montrer le plus tôt possible. Ça marche pas. Essayer, ça veut dire essayer, observer, montrer le plus tôt possible. Décider le plus tard possible quand on a eu le maximum d'apprentissage. Mais attention, il y a un endroit pervers qui est « Ah ouais, mais là, vous avez quand même trop attendu. » Donc on dit au dernier moment responsable. Ok? Donc montrer le maximum et décider avant que ce soit trop tard. Et souvent, notre problématique, c'est de vouloir décider tout de suite parce que c'est rassurant. Le grand chef vient et nous dit « Bon, on va le mettre où ce barrage sur la rivière ?» On ne sait pas encore. Quoi? Vous savez, il y a un stress, on a un problème de ne pas avoir de réponse. Et donc ça, c'est les Real Options de Chris Matt et Olaf Madsen. Ça vient d'un outil financier. Ne pas choisir, ça ressemble à décider plus tard possible. Ne pas choisir trop tôt et savoir répondre avec des choses intermédiaires. Je vais préciser ce que c'est que ces choses intermédiaires. Il n'est pas très compliqué, vous allez voir le schéma. Donc là, j'ai une décision à prendre. Il faudrait qu'on fasse pour l'irrigation, il faudrait qu'on fasse un barrage et pour le passage sur la rivière. Et là, bon ben voilà, il est là, hein, effet de la décision. On a décidé de le faire là, on le fait là. Le vert, c'est plus ça avance dans le temps, plus j'apprends des choses. Ben, par exemple, je vois où l'eau monte, ou je vois où est-ce que ça glisse, où est-ce que ça glisse pas, où est-ce que ça devient complètement marécageux. Et en fait, mon truc n'aurait pas été bon si j'avais décidé trop tôt. Bon, d'accord. Là, c'est souvent, comme on veut rationaliser, aller vite, et qu'on a peur de ne pas avoir de décision, on prend très vite. Donc, finalement, notre valeur, c'est un petit bout du verre. On n'a pas encore su assez de choses. Mais vient un moment, le dernier moment responsable, si on décide après, ben peut-être potentiellement dans mon scénario fictif, c'est ah ben maintenant t'es bien gentil, mais il y a tellement d'eau qu'on peut plus rien construire. Bon, là c'est très fatal, là c'est on-off. Mais ce risque, à un moment, le risque, votre attente est devenue trop dangereuse. Donc là, c'est un peu le triangle rose-rouge là qui monte. Donc il faut décider avant la barre. Et les real options, c'est quoi? C'est d'avoir des décisions ou avoir des décisions intermédiaires. Celles-ci, on va dire, décisions intermédiaires, informations intermédiaires, qui nous permettent de prendre une décision avec plus de valeur plus tard, sans que ce soit trop tard. Donc il faut réessayer de trouver typiquement, on le fait comment notre outil de paiement en ligne? Au lieu de répondre tout de suite, bah on utilise ça comme tout le monde, ou j'utilise ça parce que tu as vu, c'est super cool, ils ont sorti ça la semaine dernière, enfin bon, peu importe. Ok, qu'est-ce qui nous ferait dire lequel on utilise dans la décision? Finalement, on pourrait la prendre dans 2 mois, mais pas plus, parce qu'après, on n'aura pas le temps d'assembler tout pour Noël. La décision du dernier moment responsable. Ok, donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme décision intermédiaire pour nous amener à une décision avec plus de valeur plus tard? Bon, ben, on décide que ce qui est important, c'est tel et tel élément, et on fait ces 3 essais-là. Ou, je sais pas, j'ai pas de scénario en tête, mais il faut, dans les real options, il faut trouver des décisions ou des informations intermédiaires qui nous permettent de rassurer ce côté stressé pour prendre une décision plus tard, qui aura bien plus de valeur. D'accord ? Alors, je peux faire la 4e. J'ai combien de temps pour la 4e? Bon, j'essaie la 4e. Tout ce que je vous raconte, vous le trouvez plus clairement et plus efficacement dans ce bouquin. 4e, donc comme on n'arrête pas de parler décision, d'idées, tiens, on est en train de faire ce truc, comment est-ce que je fais pour penser différemment? Donc là, ça va être rapide. Il
il y a deux choses. Il y a se mettre en mode ouvert et se mettre en mode fermé. Je me suis amusé à faire mode fermé pour contredire le mode ouvert, mais ça veut dire quoi? Se mettre soi-même en mode ouvert, en tant qu'individu, mettre son cerveau en mode fermé. Ça vient d'où? Ça vient principalement de John Cleese des Monty Python, qui a fait un moment toute une cycle de conférences sur la créativité qui était assez intéressante. Se mettre en mode ouvert, ça veut dire quoi? Se mettre en mode ouvert, l'exemple qu'il donne à chaque fois, c'est le gars qui invente la pénicilline. Malheureusement, je connais plus son nom, c'est Pasteur. Merci, Anthony. Il voit de la pourriture dans le fond de son truc. Mode fermé. Bon, c'est quoi cette connerie? Hop, je la jette. Mode ouvert. Tiens, c'est bizarre, j'ai de la pourriture dans le fond de mon truc. Pénicilline. D'accord? C'est se mettre de façon à pouvoir attraper des choses intéressantes sans les avoir forcément anticipées. Se mettre en mode ouvert, c'est se mettre, prendre un espace dédié. Si vous voulez faire des brainstorming dédiés à la créativité, il faut définir un espace encadré. Tiens, on va se mettre dans cette salle-là. On va prendre 1h30 de l'espace, c'est ça, hein? Non, de l'espace, du temps. Prendre un espace dédié. C'est comme un jeu. Il faut protéger. Vous savez, cette psychologie, safety psychologie, enfin, la sécurité psychologique. On décide de faire une réunion d'1h30. Au-delà d'1h30, vous êtes trop usé. Pour le brainstorming, habituellement. On se met dans cette salle et on passe 1h30. Et on a le droit de tout dire. Donc, comme on a le droit de se mettre n'importe comment en vrac, okay, ça reste entre nous. D'accord? De l'humour, pourquoi? Parce qu'avec l'humour, vous allez arriver à des choses ridicules qui montrent que vous vous êtes complètement lâché. Et après, avec ces choses ridicules, vous allez revenir à des choses très rationnelles. L'histoire que j'aime raconter là-dessus, le classique, pour vous faire comprendre le type de réflexion qu'il faut, c'est un opérateur télécom au Canada qui a un problème parce qu'il y a trop de neige sur ses fils de téléphonie. Et il faut qu'elle envoie des gens à chaque fois dans toutes les forêts canadiennes pour aller enlever la neige sur les fils. Le problème, c'est qu'il y a des ours. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On n'a qu'à demander aux ours d'aller enlever la neige. Qu'il est con, lui, il a demandé aux ours. Ben ouais, on pourrait mettre du miel sur le bois des poteaux et l'ours irait prendre le miel. Ouais, mais ça suffira pas pour que ça remue. Donc, il faudrait le mettre le miel en haut. Ah ouais, si on met le miel en haut, l'ours, il va monter. Et là, avec le poids, ça va faire remuer les trucs, ça va faire tomber la neige. Ouais, d'accord, mais en fait, ça n'empêche pas notre problème qu'il faudrait qu'on envoie des gens pour mettre le miel et tout. Ah bah, je sais pas, on passe avec un hélicoptère et il fait tomber du miel sur les poteaux et puis on passe avec un hélicoptère et puis en fait les pales font tomber la neige et on trouve notre réponse. Et parce qu'on est passé par un chemin inattendu, que l'absence d'humour, l'humour contient souvent beaucoup de non-sens et d'absurde, donc on arrive dans le cerveau fermé. On l'aurait jamais dit si on avait été rationnel. On ne peut pas être spontané on peut pas être spontané si on est rationnel. Et là, il faut qu'on soit. Donc ça c'est le mode ouvert. Je suis confiant. Je fais de l'humour, donc je n'hésite pas à aller dans l'absurde. Et c'est très délimité pour que ça soit protégé. C'est très délimité dans un lieu, à telle heure, à tel lieu, pendant 1h30. L'autre côté, c'est il faut flinguer votre cerveau, parce que sinon vous serez rationnel. Et si vous êtes rationnel, vous n'aurez pas de nouvelles idées. Vous allez juste bâtir un truc très classique. Donc comment est-ce qu'on flingue le cerveau? On peut flinguer le cerveau en s'obligeant à des choses absurdes. Tu n'as pas le droit d'utiliser d'adjectifs dans ta proposition. Tu n'as pas le droit. Fais ta proposition comme si on était au 8e siècle. Ouais, ce que je peux faire des fois chez des clients, c'est dites-moi, là ça n'a rien à voir les listes, mais grosso modo, dites-moi dans la première colonne qui vous êtes, vous, en tant qu'entreprise. Ok. Dites-moi dans la deuxième colonne, c'est quoi les forces que vous admirez chez vos concurrents? La livraison chez Amazon, je ne sais pas quoi. Et dans la troisième colonne, désolé, je vous fais un random de mots. Ok, dans le village, stockage, fournisseur, liqueur. Bon non, là ça va être trop. Là ça casse pas le cerveau justement. Agriculture, abattoir, frousse. Trouve-moi un truc en 5 minutes. Enfin, vous voyez, on essaie de. Là c'est pas les bonnes listes, mais on essaie de faire des assemblages qui sont un peu de vérité, un peu d'absurde, et t'as 5 minutes. Une autre façon de flaguer le cerveau. Vous connaissez l'atelier Crazy 8. C'est fais-moi un truc avec verre, pommade et la qualité première de ton entreprise, de ton produit. Top. T'as 30 secondes pour m'écrire un truc. Top. T'as 30 secondes pour écrire un truc sur le truc que tu viens d'écrire. Top. T'as 15 secondes pour dire quelle est la qualité première du truc que tu viens d'écrire. Top. T'as 15 secondes pour rajouter une idée à ce que tu viens de dire. Top. Et
et vous asphyxiez le cerveau. D'accord? Sinon, on ne sort pas de sa rationalité. Et après, vous avez le temps de revenir à quelque chose de... Ah oui, en fait, tiens, peut-être que ça... Je ne sais pas comment ça s'est passé, cette histoire de télécom canadien. Mais peut-être que c'est arrivé 2 semaines après, mais il nous a parlé d'avions, d'hélicoptères, mais en fait, ça change tout. Bon, j'arrête là parce que je dois dépasser. Voilà, c'était 3 trucs sur un peu les décisions, compléter les décisions, dans quel contexte je suis, à quel moment je prends la décision, qui prend les bonnes décisions, et comment est-ce qu'on pense différemment. Vous avez des questions? Merci. Je partagerai les slides demain ou après-demain.